Oui, bonjour à tous. Je devais animer seul cette table ronde, et puis j'ai convoqué un ancien journaliste de Pèlerin, qui est aujourd'hui journaliste à la Croix, Samuel Vivin, parce que je me suis dit que pour parler du bien commun, on allait faire animation commune. Voilà, pour être un peu plus dynamique. Alors, le bien commun, on en parle beaucoup, on va vous le rappeler. Récemment, on en a beaucoup parlé, notamment pour la campagne présidentielle, c'est devenu un lieu commun, ce mot, mais on voudrait aujourd'hui s'attacher à sa vraie valeur. Nous-mêmes, Pèlerin, le principal magazine catholique français, on parle du bien commun. On a fait une couverture sur l'hôpital, les gros problèmes de l'hôpital actuellement, l'essoufflement de l'hôpital, et on a mis en couverture une femme médecin, une hépatologue, à l'hôpital Bichat à Paris, qui scandait « La santé doit rester un bien commun ». Donc voyez-vous, nous-mêmes, à Pèlerin, n'échappons pas à cette obligation d'invoquer aujourd'hui le bien commun dont Samuel va nous parler pour commencer un petit peu. Alors oui, vous avez remarqué qu'au singulier ou au pluriel, l'expression bien commun a envahi un peu tous les discours. Vous vous souvenez, il ne faut pas remonter très loin, l'élection présidentielle, l'année dernière, juste un petit florilège, les candidats en ont usé et abusé, comme si ça vous donnait une forme de légitimité. Benoît Hamon, vous vous souvenez, parlait de constitutionnaliser les biens communs, en parlant de l'eau, l'air, la terre, la biodiversité. À peu près un peu plus à sa gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui entendait soustraire les biens communs au monde marchand, parlait aussi de l'énergie, de la monnaie, de la biodiversité. De l'autre côté, François Fillon, qui parlait aussi de sa réforme de la sécurité sociale en parlant de préserver ce bien commun. Et puis les deux finalistes, évidemment, Emmanuel Macron, notre bien commun à tous, c'est la démocratie, et aussi Marine Le Pen, qui parlait des puissances d'argent qui tentent de lancer une OPA hostile sur l'État, notre bien commun. Voilà. Donc, à l'ombre de cette notion, il y a énormément de visées politiques, évidemment, mais pour y voir un peu plus clair, il faut remonter un petit peu le temps. C'est une idée qui ne date pas d'hier. Benoît a traversé tous les siècles et plusieurs traditions. Oui, elle vient même de l'Antiquité. L'Antiquité, il faut rechercher la source du bien commun dans la pensée d'Aristote, qui, quand il parlait de différents types de gouvernements, pour ce philosophe grec, le gouvernement droit est celui qui gouverne pas pour lui-même. C'est ce qui distingue par exemple le gouvernement du prince de la tyrannie. Et cette pensée philosophique, elle a été reprise au Moyen-Âge, dans les cités italiennes. Peut-être que Hubert Foncan nous en parlera tout à l'heure parce qu'il connaît ça, comme Florence, Venise, et au lieu de la pensée républicaine qui plaçait la vertu au fondement de la vie en commun. La République était alors le régime qui garantissait la liberté et le bien de tous par-delà les factions et les intérêts particuliers. Et puis vous avez aussi saint Thomas d'Aquin qui, lui, a parlé naturellement de la cité idéale orientée vers le souverain, vers le bien, vers Dieu qui assigne à chacun une place. Et au Moyen-Âge, l'Église, elle insistait sur l'unité, mais elle insistait surtout sur la bonne gestion qui ne vise pas le profit, mais la distribution aux pauvres méritants. Et elle a réitéré ce message, Samuel, à la fin du XIXe siècle. Alors sur les dernières références, avant de passer la parole à nos invités, c'est celle qui concerne l'histoire contemporaine de l'Église. On pense évidemment à l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891, juste pour la dater, et c'est vraiment la première pierre de cette doctrine qui entend s'opposer au socialisme qui monte en puissance à l'époque, je cite, tout en prônant la justice des rémunérations et la liberté des travailleurs. Donc tout ça va se développer et va donner en gros Vatican II, le concile, début des années 60, pour qui le bien commun, alors une petite citation, eh bien, se définit comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Bon, en langage
langage ecclésial, ça veut dire en gros que le concile s'oppose aussi bien à l'individualisme d'un côté qu'au socialisme collectiviste de l'autre. Voilà, enfin, un équilibrisme un peu savant qu'on va tenter de sculpter là maintenant. En gros, le bien commun, c'est le bien de nous tous. C'est Benoît XVI qui a cette expression finalement facile à comprendre, en apparence en tout cas. Et dans Laudato Si, dernier développement, le pape François souligne que l'écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun. C'est cette fameuse écologie intégrale dont le pape se fait l'avocat, où il n'est pas plus question de séparer les dimensions environnementales, sociales, spirituelles, etc. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir autour de la table 3 personnes qui ont du bien commun une expérience à la fois très différente et complémentaire. Nous avons tout d'abord, à ma gauche, le colonel Renaud Sénéter, qui a passé la majeure partie de sa carrière au sein des troupes parachutistes. En 2009, il a pris le commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, ce qui l'a conduit en mission en Afghanistan, une mission difficile, vous en reparlerez. Il y a eu, il y a eu un été meurtrier dont vous vous souvenez en 2011 avec plusieurs pertes. Depuis cette époque de chef de terrain, vous avez passé des années à former des cadres dans l'infanterie, puis dans les ressources humaines de l'armée de terre, puis au centre de commandement des opérations à Paris. Et cet été, vous venez de rejoindre ce que vous appelez votre famille de cœur au sein de la 11e brigade parachutiste de Toulouse, comme adjoint au général Collet, que vous remplacez d'ailleurs pour cette table ronde. À l'époque où il bataillait en tant que syndicaliste contre la suppression du lundi de Pentecôte. C'était déjà un combat pour le lien social et donc pour le bien commun. Joseph a commencé sa carrière professionnelle à 16 ans et demi comme horticulteur. Il a ensuite été agent de nettoyage, homme de ménage. Il a fait plusieurs métiers. Il a travaillé aussi un peu dans la finance, des points communs avec Hubert Foncade. Et puis il est à la CFDT depuis 1982. Donc vice-président qui a négocié des lois importantes comme la dernière, loi de travail avec le gouvernement. Et Joseph va nous parler du bien commun à travers l'œuvre d'un corps intermédiaire qui s'appelle le syndicalisme. Joseph, petit détail qui a son importance, est venu avec son fils Maël, qui, après une année de propédeutique, rentrera au séminaire d'ici les Moulineaux à la rentrée. Hubert Foncade, que j'ai la chance aussi de connaître parce que on s'est rencontrés aussi dans mon métier de journaliste à l'époque où j'étais grand reporter. Alors, Hubert Foncade, c'est la finance à visage humain. Voilà, c'est ce que j'avais titré de lui. C'est quelqu'un qui, après des études à Paris-Dauphine, a obtenu un fameux master en finance. Et c'est un fils d'éleveur laitier sologno devenu financier. Et agent de change, puis un des jeunes banquiers, directeur en France de la gestion des capitaux au sein de grandes banques françaises et européennes. Et au fil de sa carrière, sa foi chrétienne lui a dicté une conviction que l'argent, c'est pas un mal. La création de richesse, c'est bien, mais tout dépend de la destination de l'argent. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et pour être vraiment, en résonance, en accord avec ses convictions, il a créé Etia Gestion, qui est une société d'investissement, de gestion de fonds financiers, mais éthique. Il a même créé un logiciel, un algorithme avec 180 questions qui vous passe à la moulinette une entreprise pour savoir si elle est éthique ou pas. Il va même dans les entreprises avec ses investisseurs et il pose des questions. Je l'ai accompagné une fois, des questions que peu d'investisseurs posent sur le droit, sur le social, sur la manière dont les patrons traitent leurs sous-traitants. Donc Joseph va nous parler un petit peu de tout cela, prouver qu'on peut en toute transparence orienter vers la richesse, vers le développement et le partage. Voilà. Alors pour rentrer en matière, ce qu'on vous propose, c'est que d'abord, chacun de nos invités résume en quelques phrases sa compréhension, la vision qu'il a du bien commun. Alors on va commencer par le colonel Sénéter. Voilà. Et puis
La parole circule. Très bien. Alors, je vous remercie de cette introduction. J'ai divisé par deux mon petit papier, donc ça devrait durer 3-4 minutes. Je crois que pour certains, ça peut paraître un peu incongru, peut-être légèrement dérangeant aussi, d'entendre un officier s'exprimer sur le bien commun. Parce que certaines professions, comme humanitaires, secours à la personne, voire religieux, sont des professions qui peuvent se targuer d'être au service des autres et qui sont des vocations. Autant militaires, le métier des armes, c'est pas vraiment le cas, ne sont pas aussi des vocations militaires. On sait, on dit sans raison que souvent on est un peu replié sur nous-mêmes, qu'on vit dans des histoires, un peu des espèces de castes, et on sait évidemment que le soldat est utilisé par les pouvoirs politiques pour l'engagement pour l'intérêt national, lequel n'est que rarement en concordance avec le bien commun. En réalité, même si les attentats de 2015 ont poussé une frange de la jeunesse à s'engager assez massivement et avec gratuité, la motivation des gens, des jeunes qui nous rejoignent, qui rejoignent nos rangs, sont pour la majorité assez éloignés de l'engagement civique gratuit, assez éloignés de la vocation telle qu'on la voit quand on parle de vocation militaire. Les jeunes arrivent dans l'armée, souvent animés d'une dynamique individualiste, avec l'exigence d'une satisfaction personnelle immédiate, et puis ils recherchent des avantages assez prosaïques, la solde, la sécurité d'emploi. En fait, les jeunes qui nous rejoignent sont à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui, peut-être pas la jeunesse qui est à Lourdes, parce qu'elle a compris, mais les jeunes qui nous rejoignent sont assez individualistes. Ce qui est intéressant, et j'en viens à un bien commun, c'est qu'assez rapidement, au contact du milieu militaire, les jeunes vont muer, vont assister à une mue du citoyen un peu égocentrique qui va quitter, plutôt qui va revêtir un habit un peu plus uniforme, évidemment, plus gai, plus lumineux, et le jeune soldat, centré sur soi, va apprendre petit à petit à obéir à ses chefs, et surtout à faire confiance à ses chefs, à faire confiance au groupe. Il va apprendre à s'effacer devant le groupe, en fait, il va apprendre à s'abandonner dans nos rangs. Et très souvent, cette évolution prend presque la forme d'une rupture, d'une transformation. Et souvent, les proches vont découvrir avec stupéfaction le changement de leurs jeunes hommes ou femmes qui sont confiés à l'armée et qui se transfigurent en un jeune homme ou femme accompli. Alors pourquoi ça? Parce que dans l'armée, vous savez, notre spécificité, notre métier, c'est évidemment le commandement direct, le commandement des hommes. La richesse de notre métier, c'est les hommes et les femmes qui la composent, même si la technique est un peu envahissante. Et le but de notre métier, c'est l'épanouissement individuel du soldat pour qu'il serve au mieux le collectif. Et tout ce que je viens de dire, ça porte un nom très beau, qui est la fraternité d'armes et qui est une réalité. Voilà. Et on en vient à cette fraternité d'armes pour dire que c'est un peu ce qui va guider le soldat, cette notion de groupe. Parce que pour engager un jeune aujourd'hui au Mali, en Afghanistan, très loin de chez lui, en quittant sa famille pour 6 mois, il faut autre chose qu'un claquement de doigts ou un ordre même du président de la République, chef des armées, ou un ordre de la France. Pour ce soldat, il faut créer un supplément d'âme, il lui faut un sens, toujours à sa mission, il lui faut un cap, des repères, pour le moment de doute, évidemment des chefs, et tout ça c'est le bien de la communauté, c'est le bien commun, et on y vit. 2 petites pistes avant de conclure. Cette motivation des jeunes soldats, d'abord le soldat il s'engage évidemment pour son drapeau, son prénom, son régiment, avant de s'engager pour la France. Mais il s'engage parce qu'il ne conçoit pas de ne pas en être. Quand il s'engage, quand il va en opération, il pressent instinctivement que s'il n'est pas là, le groupe va s'effilocher, il y a un manque. Il s'engage sans hésiter parce qu'il se sent indispensable. Il fait partie d'un tout et il s'accomplit en tant qu'homme au sein d'une collectivité qui est son groupe, sa compagnie ou son régiment. Deuxième piste, dernière, à explorer, c'est le réconfort que trouve le soldat dans l'enracinement, en fait dans les traditions. À la fois la filiation et à la fois l'enracinement. Le soldat est un homme ou une femme ordinaire, comme vous et moi, qui va faire des choses extraordinaires parce qu'il va suivre une piste qu'ils vont tracer les anciens. Pas forcément les anciens très loin de la Première Guerre mondiale, mais les anciens d'Indochine, d'Afghanistan, du Mali. Et il va suivre cette piste compliquée, contre nature, qui va lui donner une sorte d'exigence, qui va le transcender et qui va lui permettre de se dépouiller et de se réaliser. Voilà, je voudrais terminer cette petite introduction par une phrase
lumineuse, qui résume en quelques mots le mystère de notre vocation. Je cite: la noblesse du soldat nous invite à redire ce que signifie être militaire. Être militaire, ce n'est pas d'abord être disponible, ni même porter des armes. Être militaire, c'est avant tout ne plus s'appartenir, ni même appartenir à sa propre famille. Être militaire, c'est appartenir à la nation, exister et agir avec elle, vivre et mourir pour elle. Et ceci nous renvoie à notre histoire. Voilà, tout est dit, ces mots viennent de Monseigneur Ravel, évêque aux armées. Je vous remercie de votre attention pour cette introduction. Je laisse le micro. Merci, colonel. À vous entendre, et puis parce qu'on est ici à Lourdes, on a finalement l'impression d'une véritable profession de foi. Et vous nous avez au début parlé de ces jeunes qui arrivent chez vous, qui sont au fond à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut réussir cette conversion en très peu de temps. Là d'où ils partent et là où vous les amenez, ces jeunes. Sur quel levier concrètement vous appuyez? Vous êtes à la fois à un niveau d'encadrement militaire, vous êtes aussi père d'une famille nombreuse, vous avez cette expérience de comment convertir les jeunes au bien commun. Concrètement, sur quel levier il faut appuyer? Alors c'est évidemment intéressant. Si la recette était connue de tous, on appliquerait. Je crois qu'il y a essentiellement la valeur de l'exemple qui est intéressant parce que chez nous, on est amené à diriger des gens au combat. Donc, quand vous dirigez des gens au combat, vous ne pouvez pas les pousser dans le dos. En général, ils vous suivent. On connaît des grands chefs qui ont cette capacité. Donc, il y a la valeur de l'exemple qui est très importante. Et donc les jeunes vont faire à l'imitation. Alors évidemment, pour tous, ça veut dire une sorte d'exigence, parce qu'il faut être au front, il faut pouvoir, oui, c'est ça. Et moi, quand vous parlez de ça, je pense à Jeanne d'Arc. Non pas parce qu'on est à Lourdes, mais parce que c'est pour moi l'exemple même du soldat, pas du militaire évidemment, qui, par son allant, par son exemple, par sa foi, par son énergie, fédère tout le monde, du plus croyant au moins croyant. Et donc, si on peut avoir une figure sur laquelle s'appuyer, c'est la figure de Jeanne d'Arc ou d'autres, et ces jeunes, on essaye de leur montrer la voie. Et après, ça va tout seul, et souvent, c'est eux qui nous poussent. Donc finalement, après, c'est assez facile parce qu'ils se sont poussés pour cette jeunesse qui est toujours très valeureuse. Joseph Tournel. Oui, merci. La commande était facile puisque la commande c'était en début de vous dire ce qu'était le bien commun. Vous avez vu qu'on a commencé tout à l'heure par Aristote, saint Thomas d'Aquin, Benoît XVI. C'est très facile à Joseph Tournel de prendre la suite pour être meilleur qu'eux. Donc je vais aborder par ma petite lorgnette de syndicaliste chrétien. Pour moi, le bien commun, c'est d'abord avoir la conscience qu'on appartient à une communauté. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours avec d'autres. Et qu'être avec d'autres, c'est être co-responsable. Je suis responsable des autres, comme les autres sont responsables de moi-même. Avec, évidemment, une responsabilité plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée. Première des responsabilités pour les parents, c'est l'éducation de leurs enfants. Première responsabilité du consommateur, c'est de veiller à ce que son acte d'achat n'entraîne pas un quasi-esclave au bout de la planète, voire chez nous. Chacun a sa part de responsabilité dans le bien commun, et le bien commun n'est pas d'aujourd'hui et pour aujourd'hui. Ce que je construis dans cette co-responsabilité a bien évidemment des conséquences pour la société de demain, comme je bénéficie de la construction par le bien commun des générations précédentes. Et donc ce bien commun, c'est vraiment le sens d'une co-responsabilité. Nous sommes tous interdépendants. Et donc nos actes ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, ça peut être de petites conséquences. C'est sortir tout à l'heure et puis aller prendre un pot et être souriant avec la personne qui va vous servir au bar
Parce que cette personne, elle travaille peut-être depuis 8 heures ce matin, elle a eu beaucoup de monde, tant mieux, et elle est épuisée. Ça fait partie aussi du bien commun, l'attention à l'autre. Et puis, ça peut être quelque chose de plus fort, c'est-à-dire l'attention que les politiques, ceux qui sont en charge de responsabilité, les chefs d'entreprise, les syndicalistes, les élus, les journalistes, ont une responsabilité dans le bien commun. Est-ce qu'un journaliste fait un véritable travail en vérité ou pas? Est-ce qu'un syndicaliste fait un véritable travail au service du bien commun de l'entreprise? Et qu'est-ce qu'une entreprise si c'était une société humaine qui réunit des salariés, des dirigeants, des actionnaires, des clients, et qui n'est pas non plus d'ailleurs hors sol, puisqu'une entreprise a une responsabilité aussi par rapport à la nation. Comme des militaires ont évidemment l'engagement par rapport à la nation, à la sécurité de la nation, bien nous avons tous aussi cet engagement. C'est ça le bien commun. Alors les militaires, c'est de façon différente, où ils vont engager leur vie directement à un moment donné, mais chacun, nous sommes appelés à engager une partie de notre vie. Et quand Benoît vous disait que c'était connu à l'époque de l'année de Pentecôte, voilà un bon exemple de questions sur le bien commun. Rappelez-vous comment est venue l'année de Pentecôte, il y avait une canicule. Pendant cette canicule, un certain nombre de personnes âgées étaient mortes, en plus grand nombre que les années précédentes, et donc le gouvernement, à la sortie de l'été, a dit, ben voilà, on va faire un geste de solidarité, et on va mettre une journée, qui sera une journée pour financer la prise en charge des personnes dépendantes, personnes âgées et dépendantes. Eh bien, que veut le bien commun dans ce cas-là? C'est que l'on regarde de quoi il s'agit. Et en regardant de quoi il s'agit, on peut se dire, comme beaucoup se sont dit, mais c'est bien, c'est un geste de solidarité, c'est d'ailleurs, ça a été appelé journée de solidarité. Et puis quand on regarde plus précisément, ça veut dire qu'on oblige des salariés à travailler sans être rémunérés. Est-ce que c'est juste? Quand je reviens à saint Thomas d'Aquin, celui qui a théorisé au XIIIe siècle sur le juste salaire, en disant que chacun doit pouvoir vivre de son labeur dignement, cette personne, sa famille est épargnée. Est-ce qu'obliger quelqu'un à travailler sans être rémunéré, c'est juste? À mon sens, non. Parce que si on oblige une journée, pourquoi pas 2 jours, pourquoi pas 3 jours, et surtout, on dévalorise la valeur travail. Car si le travail a une valeur, comme je le crois, dans notre société, qui est une société capitaliste, ça veut dire que le travail a aussi un prix. Eh bien, posons-nous la question, nous, consommateurs, quand je fais un acte d'achat sur un produit ou sur un service, est-ce que j'ai le souci de savoir si celui qui a fabriqué le produit, que ce soit ici au bout de la planète, ou celui qui a rendu le service, a été justement rémunéré de façon à pouvoir vivre dignement, lui, sa famille, et épargner? Eh bien, le souci du bien commun, c'est pas plus compliqué que ça. C'est se poser la question, je suis en société, est-ce que ce que je fais et mon acte dans la société correspond à quelque chose de positif ou à quelque chose d'égoïste? Merci Joseph. Juste une petite question de relance. Vous parliez de l'entreprise qui est un lieu où on peut aussi se vivre, se construire le bien commun. Il y a un projet de loi qui est dans l'air du temps sur les entreprises, pas seulement créateurs de richesses pour les actionnaires, mais aussi créateurs de richesses comme le bien commun, comme l'environnement, comme le lien social. Qu'est-ce que ça vous inspire? Aujourd'hui, dans notre code civil, il y a une anomalie. C'est qu'une entreprise ne peut avoir légalement que comme objectif que de faire du profit. Donc une entreprise, par exemple Michelin, quand elle consacre une partie de son argent pour aider une œuvre humanitaire,
pour soutenir des jeunes. Cette entreprise aujourd'hui en France est dans l'illégalité. Parce qu'elle consacre ses fonds à autre chose qu'à faire des profits. Ça veut dire simplement qu'il faut changer la loi pour permettre aux entreprises qui le désirent et qui le veulent. Évidemment, le profit est nécessaire dans un monde libéral. Évidemment, pour me développer, il faut que je sois rentable. Mais ensuite, ce que je fais avec cet argent, le but que je donne à ce profit, doit pouvoir être autre chose que le profit pour le profit. Alors qu'aujourd'hui, le Code civil de mémoire, c'est un article qui date du Code Napoléon, doit pour moi être réformé pour permettre aux entreprises qui le veulent, dans un cadre légal, de faire autre chose avec leur argent que toujours du profit, toujours du profit. Alors, Hubert Foncal, les financiers. Voilà, justement, la notion du profit, toujours faire du profit. Vous avez, vous, exercé une profession, dans le passé, celle de banquier, qui a bien souvent mauvaise réputation. Est-ce qu'on lui fait un procès injuste? Est-ce que vous souffrez vous-même de l'image qu'elle peut parfois donner d'elle, cette profession? Alors un peu, je voudrais juste faire un petit point juste avant, et je vais revenir sur votre question et votre remarque. Alors d'abord, le hasard fait que j'ai un point commun avec chacun des deux autres intervenants. J'ai fait un service militaire, alors que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui le font pas. Et puis j'ai été délégué CFTC 25 ans dans une banque, à la demande du personnel. Alors moi je voudrais revenir sur la notion de bien commun dans l'économie et dans la finance. En fait, on a organisé l'an dernier à l'Université Paris-Dauphine un colloque qui s'appelait, intitulé « Épargne et bien commun ». Dans ce colloque, le terrain était partenaire. On l'a introduit en présentant les travaux d'une linguiste qui s'est penchée sur les homélies des tout premiers évêques. De quoi parlaient les tout premiers évêques? Je vous rappelle que 3e, 4e siècle, il y avait une centaine d'évêques, 150 évêques, quelque chose comme ça, principalement autour de la Méditerranée. De quoi parlaient-ils quand ils parlaient à leur peuple, à leurs brebis, qu'on appelle les pasteurs? Ils parlaient de leur manière de vivre ensemble. De vivre ensemble et d'échanger. Qu'est-ce que nous échangeons? Qu'est-ce que c'est que l'économie? L'échange de nos talents. De nos talents selon nos professions, selon les talents que nous avons reçus, ceux que l'on a mis en valeur par notre formation, notre éducation. Ces tout premiers évêques, dans la plupart de leurs homélies, ne parlaient pas de sexe. Ils parlaient « tu ne voleras pas, tu ne tromperas pas ton prochain, tu l'estimeras quand tu le feras travailler ». Ça, c'est le bien commun. Plus tard, aux alentours du 10e, 11e siècle, on a eu l'apparition, la venue de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise venait d'une famille très très riche. Comment définir la pauvreté quand on ne définit pas la richesse? Ses frères, ses confrères, pendant près d'un siècle et demi, ont beaucoup réfléchi à la notion de richesse. D'ailleurs, il y a un petit livre très intéressant qui s'appelle Richesse franciscaine, qui est paru il y a une dizaine d'années, que je vous recommande, qui est très lisible, très abordable. Et dans ce travail de réflexion, ils ont demandé à ceux qui ont reçu des talents, les marchands, les créateurs, les artisans, de créer encore plus de richesse, pas pour l'accaparer, mais pour la partager. Et pour la partager au plus grand nombre, chacun selon ses talents qu'il recevra. Ce sont aussi les franciscains, soucieux du bien commun, qui ont créé les premières banques, les Monts-de-Piété. Et la première banque a été créée en 1492 à Pérouse. Et la plus ancienne banque actuelle, Montepaschi di Siena, est l'héritière de cette tradition des Monts-de-Piété. Plus près de nous, un militaire, Napoléon, s'est préoccupé du bien commun. Au moment où il est arrivé au pouvoir à la fin du directoire, il s'est aperçu que la France était en faillite. Qui détenait la dette des Français? Il a voulu le savoir. Il a nommé un corps spécial, les agents de change, qui étaient officiers ministériels. Toujours cette notion militaire.
de participer tous et d'avoir aussi des comptes à rendre. On a eu l'étape de Rerum Novarum et puis d'un certain nombre ensuite d'encycliques. Tout ça pour en arriver à la finance d'aujourd'hui. Si vous êtes attentif et si vous vous intéressez un petit peu à ces sujets, depuis plus d'un an, un certain nombre d'articles nous parlent de la mise en place des robots dans le monde de la banque et la finance. Il y a environ 2 mois, un article dans les Échos nous annonçait que le Crédit Mutuel allait remplacer 200 de ses conseillers par M. Watson. Qui est M. Watson? M. Watson est le robot créé par IBM qui va être à votre disposition. Vous téléphonerez au Crédit Mutuel et vous n'aurez plus à faire les touches 1, 2, 3, 4, 5, 15, 25 pour répondre à vos questions. Il vous écoutera et vous apportera des réponses. Là où il se pose un problème pour le bien commun, c'est que tout ce qui sort de ce qui est prévu n'aura pas de réponse. Donc, dans l'évolution que j'ai connue dans mes responsabilités professionnelles depuis près de 36 ans que je travaille sur le marché financier, justement, ce que j'ai voulu créer par anticipation, et je ne pensais pas que le monde de la banque et la finance allait si vite, c'est justement une finance à visage humain, proposée à nos clients particuliers, congrégations, mutuelles de santé, une mutuelle des armées d'ailleurs, à nos clients qui sont en France et dans les grandes capitales, une finance à visage humain, c'est-à-dire prendre le temps de répondre aux questions, aux problématiques des uns et des autres, et quel que soit le niveau de fortune. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions pour être géré selon nos principes. Alors, Hubert Fontaine, je voulais te poser une question. Il y a servir le bien commun, mais il y a aussi se servir parfois au passage. Et le risque est là pour tout le monde, de confondre parfois les deux. Vous êtes du monde de la finance et vous avez été en tant banquier. Et je me souviens des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens en 2013 à Lyon, où des banquiers s'étaient exprimés sur la crise de 2008 en disant qu'ils avaient été gagnés par l'agilité. Comment vous comprenez cette dérive de cette profession et comment dire, qu'a été au détriment du bien commun, non seulement à l'envers, mais au détriment parce que les pertes ont été épongées par la collectivité. À quoi l'attribuez-vous et comment l'éviter? Alors, je vais être un peu dur et direct. J'avais dit dans une autre conférence au collège de Bernardin que notre profession est passée de serviteur à prédateur. Je pense profondément. En fait, pour moi, tout ça remonte aux nationalisations du temps du gouvernement Mitterrand, des gouvernements sous le président Mitterrand, parce que sont arrivés aux manettes et ont été nommés l'essentiel des banques françaises et compagnies d'assurance, un certain nombre de gens brillants, jeunes gens, jeunes femmes, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, et qui ont trouvé là un lieu de pouvoir qu'ils n'avaient pas habituellement. Je m'explique, il faut savoir qu'il n'y avait quasiment pas d'énarques dans les banques françaises. Elles n'étaient présentes que dans les 3 banques nationalisées de l'époque, Crédit Lyonnais, Société Générale et BNP. Ils sont arrivés à tous ces postes. Moi, je suis arrivé dans une petite banque, anciennement nationalisée, d'Île-de-France. Pour 6 directions, il y avait eu 36 directeurs qui avaient été nommés en 6 ans. 36 énarques. Ces gens-là se sont aperçus que c'était un lieu de pouvoir relativement facile. Et par leur intelligence, moi je dirais non accompagnée, se sont laissés tenter par la séduction du pouvoir et du pouvoir de l'argent par la masse. J'ai coutume de dire que moi l'argent c'est pas quelque chose de sale. Au contraire, l'argent c'est du temps de travail épargné. C'est tout ce qu'on n'a pas consommé aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous rend particulièrement responsables et que l'on doit être vigilant. Mais c'est un outil. Et on disait tout à l'heure, à quoi sert l'outil? Eh bien, l'outil tel que nous le pratiquons, tel que je ne voulais plus le pratiquer dans les
les grandes institutions qui m'ont employé, c'était justement de le remettre au plus près des entreprises, quelle que soit leur taille. Pour revenir sur ce que disait Benoît tout à l'heure, moi j'ai vécu de dire non à un président de banque qui est venu me voir 3 jours avant la fin de l'année, il y a un peu plus de 25 ans, pour me dire il faut faire telle opération. C'était une opération légale qui respectait les règles, mais qui ne respectait pas mon éthique, mes valeurs. Et ça, effectivement, des centaines de milliards de valeurs de l'épargne ont disparu, ne sont pas allés dans les poches de quelqu'un, ont disparu dans le plus grand respect des règles. Et c'est là qu'il y a toute cette notion de perte de bien commun, parce que si on devait faire attention à tout ça, eh bien, on aurait un autre comportement. Dernière chose, avant on disait banquier, parce que la plupart du temps, les banquiers, c'était des familles. C'était des familles avec des responsabilités qui pouvaient aller jusqu'à la faillite. Mais on ratissait tous leurs biens. Quand on délègue cette finance à des gens dont ça n'est pas leur propre argent, qu'ils reçoivent des actions gratuites, on peut comprendre que de glissement en glissement, ils se sentent moins concernés. C'est une question que je pose. Moi, je voulais, avant de donner la parole au colonel Sénéter, faire réagir aussi notre ami Joseph Touvenel. Il y a eu pas mal de conflits sociaux, là, en ce printemps, où on a quand même eu l'impression que, sous couvert de bien commun, on défendait certains corporatismes et des avantages acquis, au nom de droits qui n'étaient pas toujours collectifs. Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez, vous, la distinction, vraiment, par rapport à ce qui a été vécu, notamment la grève à la SNCF, très longue, qui a pénalisé les gens les plus pauvres, les plus fragiles, et entre finalement bien commun et défense du corporatisme. Oui, merci. Tout à l'heure, Bien Foncard a commencé en disant on a quelques points communs. J'ai été militant CFTC, j'ai fait grand service militaire. J'ai siégé pendant 10 ans à l'autorité des marchés financiers, la commission des sanctions. Donc, je connais un peu les problèmes de la finance. L'autorité des sanctions, c'est, pour résumer, en France, vous avez 12 juges en matière de délit sur le marché financier. Pendant 10 ans, j'ai été un des 12. Et puis, j'ai fait mon service militaire. On avait le régiment de chasseurs parachutistes, donc à la division du colonel. Voilà, on a quelques autres points communs. La question qui vient d'être posée est une excellente question pour poser les choses. Je suis, en tant que syndicaliste de la Confédération française des travailleurs chrétiens, scandalisé par les grèves de la SNCF. Pourquoi? Parce que là, on a lié le bien commun pour des intérêts corporatistes à court terme, sans prendre en compte ce qui doit être pris en compte. La grève doit être le dernier repos. Quand j'ai épuisé toutes les autres voies, en tout cas, c'est ce que nous défendons en tant que syndicalistes chrétiens. Et avant de faire grève, il faut aussi mesurer les conséquences, notamment dans le service public, sur les usagers. Les usagers qui sont aussi des salariés bien souvent, qui ont été pris dans un engrenage d'une grève que je qualifierais de corporatiste et de politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à la SNCF. Ce qui ne veut pas dire que je dis bravo à la direction de la SNCF. Vous noterez quand même qu'ils ont un président qui s'appelle M. Pépi. Ça fait 10 ans qu'il est président. Il est rentré à la direction de la SNCF en 1988. Il l'a quitté provisoirement pendant moins de 18 mois. Donc voilà quelqu'un qui est à la direction de la SNCF depuis 1988 et qui tout d'un coup se réveille en disant les petits gars, ça va pas du tout, il faut changer tout ça. Inaudible. Inaudible. C'est-à-dire qu'il y a une faute grossière de la direction de la SNCF et donc du politique qui nomme les dirigeants et qui les maintient en place, mais dans le même temps, on a exactement ce qu'il ne faut pas faire, le corporatisme, bien loin du bien commun. Il y a d'autres méthodes pour défendre un outil qui s'appelle la SNCF. Rappelez-vous, on disait l'industrie ferroviaire.
On vous parle encore de l'industrie ferroviaire, mais il faudrait sans doute revenir à ses fondamentaux. L'outil industriel, c'est un outil qui construit, c'est un outil qui fait de la recherche et du développement. C'est sur l'outil industriel de la SNCF qu'on a bâti le TGV. Aujourd'hui, où est l'industrie ferroviaire? La finance, dans son mauvais côté, parce qu'il y a aussi des côtés positifs, on a besoin d'argent pour financer la recherche et l'innovation des entreprises. Mais quand la finance ne vit que pour elle-même, alors elle s'empare de l'outil industriel, elle le saccage pour faire du profit très rapidement. Et nous n'avons plus de recherche, de développement d'outils industriels. C'est ça qu'il fallait dénoncer, non pas en prenant les usagers et le pays en otage, mais on peut le faire comme je le fais maintenant, en s'exprimant librement pour vous. Alors justement, puisqu'on en est au point commun, vous venez tous les deux de parler de gaspillage, de destruction de valeur, que ce soit d'argent, d'outils industriels. Je me tourne vers vous, colonel. Sent bien aussi que dans la mission militaire qui est la vôtre, il peut certainement y avoir, on parlait de la mission en Afghanistan qui était difficile en 2011, probablement des moments de découragement. Vous avez aussi des sentiments de dégoût, de gâchis, d'injustice, c'est-à-dire encore une fois de gaspillage de vie cette fois, qui peuvent avoir lieu dans un cadre tout à fait légal. Il n'y a pas que les missions que vous avez connues, il y a aussi l'histoire qui nous l'enseigne. Est-ce que vous avez, lorsque justement la mort et les blessures ou les graves blessures surviennent, comme vous l'avez connu avec vos troupes, est-ce que ce sentiment parfois vous envahit? Est-ce que vous avez aussi ce sentiment au fond de gâchis, de destruction? Je crois que le doute est inhérent à l'homme, et le chef doute en permanence. S'il ne doute pas, c'est qu'il a des certitudes et il finira par se fracasser. Donc le doute, bien évidemment, là, on a des doutes en permanence parce que la vie, on est comptable de la vie de nos hommes, on est comptable de leur engagement. Et derrière la notion de bien commun, la notion de mission humanitaire, peuvent se cacher, évidemment, on le sait, des buts beaucoup moins avouables, notamment politiques. Et parfois, on se retrouve sur des tas d'opérations où on se raccroche d'une manière assez pragmatique à des choses basiques, en disant on aide la population, on leur permet de se développer, on fait avancer le progrès économique sur telle région. Mais en ce qui concerne les buts de guerre, on est un peu parfois dépassé. Le soldat est le chef. Je crois qu'il est important, il y a plein de choses évidemment dans cette question, c'est important surtout, c'est à ces moments-là de doute et de perte, on se demande pourquoi mon garçon est mort, quand vous rentrez avec les parents vont réclamer leur gamin. C'est d'abord d'être très humble, parce que finalement on n'a pas beaucoup de réponses. Et puis deuxièmement, essayer de toujours border les sentiments qui peuvent déraper très rapidement. On a connu évidemment le dérapage dans notre conflit précédent. Très rapidement, l'homme peut avoir le besoin de se venger, de tuer parce qu'on a été blessé. Et je crois que c'est Monseigneur Ravel qui disait très rapidement, on peut en cas de combat, dans un combat, avoir se retrouver avec l'âme fracassée au sol. Et vous ne ramenez pas uniquement des gens blessés physiquement, mais vous ramenez des gens blessés moralement. Donc c'est important, c'est de bien aborder et de garder cette espèce de guerre juste, ou en tout cas de droit de la guerre. Donc, on a des choses que l'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et deuxièmement, bien veiller à finir la mission. Dire voilà, on a des pertes, au moment où on a fait ce qu'on nous avait demandé une mission, on l'a remplie jusqu'au bout, on est rentré, et puis après il est l'heure de pleurer le mort ou de veiller le mort. Donc c'est toujours un peu délicat, et le doute est évidemment inhérent à toute mission. Colonel, je voulais vous interroger justement sur la juste cause. Vous savez, on a parlé de guerre juste. Même le pape François lui-même, il a parlé de guerre juste contre Daesh, en parlant des chrétiens d'Orient. Vous l'avez dit, vous venez de le dire, elle vous oblige à servir jusqu'au sacrifice. Mais là encore, j'aimerais savoir comment vous parvenez à faire partager cette conviction à vos soldats. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrivait pas par le côté chrétien de l'affaire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les jeunes, c'est des jeunes comme l'appellation française, et dans les régiments, ils ne sont pas plus catholiques qu'ailleurs. Et quand on fait des messes dans le régiment, on se retrouve à 3-4. Et la messe de la Saint-Michel pour les parachutistes, c'est une grande messe, là on est nombreux. Mais sinon, les personnels qui constituent les forces
proximité du combat, notamment en engagement, la proximité avec la mort de son camarade, avec sa propre mort, le fait de tuer aussi, rapproche ces hommes d'une certaine spiritualité. Et donc quand on dit comment on fait pour fédérer toutes ces énergies, je le répète, il y a vraiment d'exemple, il y a la notion de groupe, mais aussi il y a que les hommes et les femmes se retrouvent un peu face à eux-mêmes. Et ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin de se répondre à des questions existentielles de la mort. Et pour ça, ils vont se resserrer, ils vont regarder leur chef. Et puis le chef va regarder ses subordonnés. Et puis tout ça, ça va se passer de manière assez collective. Donc on revient à chaque fois sur le groupe, mais tout ça est exacerbé par la notion de sacrifice, la notion de mort, qui est toujours très présente dans les conflits d'aujourd'hui. Je pense au Mali notamment, c'est quelque chose de continu. Alors, puisqu'on parle de guerre juste, Hubert Foncave, votre guerre juste à vous, au fond, ce serait celle qui vise à promouvoir une finance plus éthique. Très concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez pour pratiquer cette finance éthique aujourd'hui, qui serait en gros synonyme d'une plus juste répartition de l'argent et des biens? Alors c'est une très bonne question, et je l'ai encore vécu ce matin, parce qu'en venant sur le chemin de l'Aube, je me suis arrêté à Agen, rencontré un couple pour la première fois qui avait entendu parler de moi. Et justement, ce que je leur ai dit, je ne vais pas vous faire briller les étoiles de la spéculation. Je suis un rabat-joie de la joie éphémère. Je suis pour la joie de la participation à la création de richesses en étant d'abord en rappelant les épargnants, quelle que soit la nature de leur épargne, soit des particuliers, des congrégations religieuses, une mutuelle des armées, une association, chacun en fonction de sa mission, de que faire de cette épargne, de trouver la meilleure allocation, c'est-à-dire de l'orienter vers des entreprises de la vraie vie. Ce que j'ai compris finalement dans mon évolution professionnelle, j'ai été dans les tout premiers, en 1982, à créer ce qu'on appelle des organismes de placement collectif. Ces organismes de placement collectif qui, selon la première commission qui avait été créée, commission Pérouse en 1978, devaient être un outil à disposition de la profession pour orienter et gérer l'épargne. C'est devenu l'outil général, générique, cloné et maintenant géré de manière quasi automatique. À travers ces produits, on ne voit plus la destination qu'est l'entreprise. Ce que nous faisons, ce qui est beaucoup plus ardu, ce qui nous demande plus de travail, c'est justement que nos clients qui nous confient 50 000 euros, 100 000 euros, 3 millions d'euros, voient les entreprises dans lesquelles on investit. Qu'on fasse tout ce travail d'investigation et d'explication, et comme ça, les uns et les autres se sentent partie prenante du projet. Pour nous, c'est ça le bien commun. Je pourrais faire de manière beaucoup plus facile des produits automatiques. Mais dans moins de 10 ans, 90% de l'épargne des Français, des Européens, sera gérée de manière automatique. Comment irons-nous poser des questions d'éthique ou de bien commun à l'un ou l'autre? Joseph Touvenel, vous êtes un syndicaliste, vous faites partie d'une entité qu'on appelle des corps intermédiaires, qui sont essentiels dans la démocratie. Les corps intermédiaires, on en parlait avec Samuel, en préparant cette table ronde, nous disait c'est un peu les soutiers du bien commun. Ils font le lien entre l'État et les citoyens rassemblés. Ces corps intermédiaires, comment est-ce qu'on peut en prendre soin et comment ils peuvent s'ériger non pas en contestataires gratuits, mais en co-gestionnaires? Les corps intermédiaires, c'est vraiment la charpente de la société. Dans une société, si vous laissez les personnes toutes seules face à l'autorité de l'État, alors l'État peut tout imposer à la personne seule. C'est pour cela qu'il y a des corps intermédiaires, pour permettre une juste régulation. Premier des corps intermédiaires, la famille. Le lieu d'accueil, le lieu où on apprend à aimer et à être aimé, le premier lieu où on se construit. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les choses dans l'ordre et qu'il est indispensable de défendre en permanence la famille
et la liberté des familles d'élever les enfants. Ce n'est pas à l'État d'élever, c'est aux familles d'élever les enfants. Certaines familles demandent à être aidées pour bien éduquer. Et n'oublions jamais ce mot premier, cela c'est les corps intermédiaires. Dans la vie économique, vous avez corps intermédiaires qui sont les entreprises avec les salariés, et donc à un moment donné, il y a besoin de représentation collective. C'est le syndicalisme, qui est d'ailleurs le syndicalisme salarié, comme le syndicalisme patronal. Et je note d'ailleurs que quand on nous laisse fonctionner ensemble, au-delà de l'apparence que vous avez, c'est toujours le conflit permanent dans les entreprises, la lutte des classes permanente. C'est pas vrai. La réalité française, ce n'est pas celle-là. La réalité française, c'est qu'il y a un véritable dialogue qui se fait dans la plupart des entreprises. Alors, quelquefois, c'est difficile et ça se passe mal, mais ça reste quand même relativement minoritaire. Ça se passe plutôt bien dans l'ensemble des entreprises. Et d'ailleurs, quand il y a des sondages qui sont faits et que vous demandez aux salariés est-ce que vous avez confiance dans le patronat? Et là, le salarié comprend le patronat, c'est là-haut. Réponse non, majoritairement. Au même, vous posez la question et vous avez confiance dans votre chef d'entreprise, le même répond majoritairement oui. Et ça, c'est plutôt bien. Et il faut défendre cet espace de liberté et d'intelligence collective. L'État a son rôle à jouer, mais j'estime aujourd'hui que l'État se mêle trop des choses qu'il devrait laisser à d'autres. Et regardez bien, par exemple, l'assurance chômage. Quand on voit le nombre de chômeurs et de sans-emploi en France, eh bien regardez, c'est un système qui n'est pas si mal géré aujourd'hui, qui est évidemment déficitaire parce qu'il y a un nombre de chômeurs considérable, mais une gestion qui est assurée au fil de l'eau par les partenaires sociaux, syndicats patronaux. Alors, régulièrement, tous les 3 ans, on s'engueule. C'est normal, c'est la règle du jeu, et puis on arrive à un accord qui est un accord équilibré, qu'on fait varier en fonction des besoins. Eh bien, continuons à défendre ces corps intermédiaires qui évitent que le haut puisse tout imposer au bas, parce que dans ces cas-là, le bas est bien seul. Et c'est tout l'enjeu d'une société équilibrée, et il n'y a pas de bien commun sans corps intermédiaires. Sinon, c'est toujours la dictature du plus fort vers le plus faible. Défense des corps intermédiaires de votre côté, Joseph Touvenel, je me tourne vers vous, colonel, vous, ce que vous défendez quand même, il faut le rappeler, c'est la paix. Alors, on vit aujourd'hui le centenaire de l'armistice de 1918, on passe tous les jours devant des monuments aux morts, qui marquent mort pour la France. Moi, j'ai grandi personnellement, je ne prends pas le seul, au milieu de cimetières militaires immenses dans le nord de la France. Quand on s'y promène avec des enfants, on ne comprenne pas bien pourquoi autant de croire, ça sert à quoi, tout ça. La paix, c'est ce que donc vous défendez et qui trouve même d'ailleurs un prolongement dans l'Europe depuis plus de 70 ans. Vous avez même d'ailleurs été chef d'un centre d'opération de corps de réaction rapide à Strasbourg. Est-ce que vous avez la conviction de servir aussi justement ce bien commun, cette paix, en travaillant à un niveau européen? Et pourquoi au fond cette défense européenne, on a autant de mal à la faire émerger au-delà de finalement nos destins nationaux? C'est vrai. Après, l'homme reste un homme, c'est-à-dire que la notion de bien commun, c'est quand même des cercles concentriques. On vient de rappeler, il y a le bien commun de la famille, tout le monde est d'accord, évidemment, on est tous d'accord. Ensuite, le bien commun de sa ville, bon là on est encore d'accord parce qu'on connaît pratiquement tout le monde, le bien commun de sa région, le bien commun du pays, et puis après on commence à élargir le bien commun en Europe, le bien commun dans le monde, et on arrive aussi un peu limite, parce que le bien commun ça peut être aussi assez concentrique, le bien commun juste autour de soi. Et donc en ce qui concerne l'Europe, et nous les militaires on est un peu en avance par rapport aux politiques, puisqu'on voudrait, on travaille très facilement avec nos partenaires européens, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes les équipements, c'est les mêmes procédures, et donc pour nous c'est quelque chose d'assez naturel. Maintenant ça se heurte quand même, cette défense européenne, ce bien commun européen, se heurte quand même aux intérêts nationaux, et c'est toujours ces histoires de force centrifuges en fait. C'est toujours ces histoires de bien commun, oui, mais d'abord moi-même, et avec nos partenaires européens, sur lesquels sur le terrain,
les choses se passent très très bien et les échanges sont vraiment très cordiaux. On a du mal à déboucher parce que d'abord il faut que l'Europe se fasse au niveau politique, économique elle est déjà, avant de pouvoir véritablement défendre son propre territoire et puis partager des intérêts stratégiques qui sont pour l'instant pas du tout les mêmes, certains vers l'est, certains vers le sud. Donc pour l'instant on n'est pas tous d'accord, mais ça va finir par venir et je suis très optimiste sur la capacité à l'Europe dans le futur, à court terme, à partager non seulement son économie, sa politique, mais aussi sa défense. Et alors le Nord pour la France, vous êtes aussi père de famille, père de 8 enfants, dont 3 vous ont accompagné ici à Lourdes aujourd'hui. Ils vous ont sûrement posé la question comme les miens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi je suis très désemparé, mais comme tout le monde, quand je suis devant un cimetière ou quand il y a un deuil, quand il y a on voit à la télé un personnel tué au combat, mais si ce soit des soldats ou des pompiers ou tous ceux qui travaillent pour le service des autres, je suis très désemparé parce que c'est quelque chose de très triste. Et pour la partie de mort au combat, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais j'ai toujours, en ce qui me concerne, pour reprendre mon expérience personnelle, quand on a eu des morts sur place et qu'il y a un chef qui parle, on essaie de mettre dans le petit texte que l'on va lire au moment du départ du soldat ou du jeune, on essaie de mettre tout ce que les autres voudraient dire. Donc on essaie de trouver des choses plutôt gaies, plutôt optimistes, parce que la mort reste quand même relativement optimiste pour nous chrétiens. Et puis on essaie d'accompagner dignement. Mais la raison de ces cimetières, quand on va justement à Gaumont, je crois que l'homme ne peut pas trouver la raison de toutes ces tueries. C'est au-delà de notre compréhension. Voilà. Donc quand il y a nous, on essaie évidemment de minimiser au maximum les pertes de nos propres pertes, mais aussi de minimiser au maximum les pertes en face. Ensuite, quand il y a une confrontation de deux volontés, des ennemis qui nous tirent dessus, de qu'on riposte. Mais on est vraiment sur des histoires de légitime défense ou sur une force proportionnelle. Alors, moi je voudrais m'adresser à Hubert Fontcave et à Joseph Touvenel. Hubert Fontcave est aussi président du groupement chrétien des professions financières. Et j'avais envie de dire, alors ils sont un peu tous les chrétiens dans la finance. Vous en faites partie, vous avez réussi, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un peu se remettre pour, en lien avec la pensée sociale chrétienne, imposer un peu plus cette notion de bien commun? Même chose à notre ami Joseph Touvenel, un syndicat chrétien. Et qu'est-ce qu'il y aurait besoin aujourd'hui pour quand même donner un sacré coup de fouet aux valeurs évangéliques dans l'action que vous menez? Alors, moi je dirais que, effectivement, je préside le groupement chrétien des professions financières, qui est une association d'inspiration messienne. Je dirais que les combats que nous essayons de mener ne sont pas évidents, parce que dans la profession, je dirais, bancaire et des assurances aujourd'hui, il y a toute une population de 45 ans et plus, et des tout jeunes. Les tout jeunes sont aux tâches les moins valorisées d'une certaine manière. On prend beaucoup de jeunes geeks, comme on dit, ou de commerciaux, même avec un niveau très élevé, Bac+5, dont on va ramollir les neurones pour servir un discours commercial fade, puisque de toute façon, les dirigeants au-dessus savent que dans 5-6 ans, tous ces discours vont être remplacés par d'autres. Mais l'espoir, en tout cas notre combat, c'est d'essayer de montrer à la fois à l'intérieur de la profession, mais aussi aux gens que nous rencontrons, c'est-à-dire nos clients, qu'à travers la mise en valeur de l'épargne qui nous est confiée, je vous ai dit, c'est du temps de travail épargné, comment faire que ce temps de travail alloué, cet argent, pour favoriser la création de richesses et d'entreprises, l'accompagnement de projets, ne s'arrête pas aux limites de la France. Moi, je pense toujours européen. Je pense que, bien sûr, on a besoin de nos militaires et de nos politiques, mais ça ne suffit pas. Quand on voit les tensions aujourd'hui, on oublie que, justement, il y a si peu d'années, nous étions en guerre. Et je rappelle, on essaye d'avoir une action importante auprès des étudiants, notamment de l'Université Paris-Dauphine, mais pas que, pour les rappeler toujours à ce qu'est l'Europe.
parce qu'ils franchissent la frontière sans s'en rendre compte en prenant l'avion, en allant faire leur Erasmus. Mais je leur dis, au-delà de ça, c'est aller au-delà des égoïsmes, ne pas avoir peur de la compétition constructive avec les autres, parce que nous faisons partie, en gros, d'un même peuple, aux mêmes sources, aux mêmes racines, quoi qu'on en dise. Il faut lutter contre cette exacerbation des nationalismes qui finissent toujours par conduire à la guerre. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'essentiel des guerres depuis plus de 4000 ans d'histoire, ce sont des histoires économiques. C'est quand on veut prendre chez l'autre quelque chose d'indu. Après, on l'a mis soit d'une fatwa religieuse, soit de on l'a mis de telle ou telle manière pour fanatiser les uns les autres. Quand un pays étant en dette, en crise, eh bien, il va avoir tendance, plutôt que faire des efforts, à essayer de voir si on ne peut pas les prendre chez le voisin. Ça remonte à l'histoire de l'humanité. Merci Hubert. Joseph, quelques mots sur le syndicalisme chrétien. C'est pas une étiquette, hein. C'est un attachement à des valeurs. Alors, tout le monde a des valeurs. On peut dire que c'est des valeurs humanistes. C'est totalement insuffisant. Il faut aller plus loin. Alors, les syndicalistes chrétiens, il y en a qui sont en dehors de mon organisation. L'intérêt de la CFTC, c'est que dans notre monde, nous sommes la seule organisation syndicale, en tout cas en France, à affirmer que l'être humain a une double dimension, matérielle et spirituelle. Et je crois qu'il faut en revenir à ces choses simples et basiques. Une fois que j'affirme que l'être humain a cette double dimension, alors je me bats comme tous les autres, quelquefois mieux, quelquefois moins bien, comme toutes les autres organisations en France, pour de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Mais c'est totalement insuffisant. Nous devons nous battre pour autre chose. Nous devons nous battre pour affirmer qu'au-delà de cela, on a par exemple besoin de temps collectif, comme le dimanche, pour permettre la vie familiale, associative, personnelle et spirituelle. Affirmer qu'un être humain a une double dimension matérielle et spirituelle, c'est affirmer que nous sommes tous appelés à la transcendance. C'est poser comme condition dans le monde du travail et du monde économique que nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des variables d'ajustement, nous sommes des êtres responsables, infiniment respectables, et que le monde économique doit être à notre service et pas le contraire. Mais si je ne passe pas les choses basiquement, clairement, en disant voilà, l'être humain est matière et esprit, alors je vais dans le mur. Comme une société matérialiste est en train de le faire. Et ça passe par des idées claires, par exemple. Le combat d'un syndicaliste, c'est le combat contre la marchandisation de l'humain. Eh bien, ça veut dire que je dois aussi m'engager et me battre pour refuser qu'on puisse acheter ou vendre un enfant, quelles qu'en soient les raisons. Ça ne se divise pas. Si je refuse qu'un salarié soit traité comme une marchandise, alors je refuse que dès son plus jeune âge, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on puisse vendre et acheter un enfant. C'est ça que c'est un engagement global. Je ne peux pas serrer les choses, je ne peux pas dire j'ai un engagement quand je suis dans l'entreprise, je ne l'ai plus en dehors. C'est aussi simple que ça. Le bien commun, ça fait du bien. Mais ça peut nous faire du bien. Colonel, dans le petit mot que vous avez la gentillesse de me transmettre pour me dire quelques réflexions que vous aviez, vous disiez le bien commun valorise l'homme. Le sentiment du collectif, essentiel action militaire, il valorise celui qui s'engage, ils sont utiles aux autres. Donc le bien commun, ça fait du bien aux autres, mais ça nous fait du bien à nous. C'est un peu aussi un facteur d'épanouissement personnel, spirituel même. Alors ça, j'aurais aimé que vous me disiez à la lueur de votre propre expérience tous les trois. Bon, je me lance. Eh bien, en sortant de structures bancaires industrielles,
poussant l'industrie de la banque et la finance à son paroxysme pour amener ce que je disais vers des robots, c'est-à-dire une forme complètement déshumanisée de gestion de votre temps de travail épargné. Justement, j'ai appris ou j'ai retrouvé depuis une quinzaine d'années, à travers notamment tout le travail que nous faisons au-delà de nos clients, mais surtout avec les jeunes, les étudiants, les stagiaires, pour une petite entreprise comme la nôtre, on en a reçu 105 en 10 ans, c'était beaucoup, nous sommes une dizaine entre les salariés et les associés. D'autre part, on a un gros travail avec les artistes, et notamment des artistes européens, et c'est très important parce que ces artistes, pour la plupart, vivent d'un autre métier. Et nous les mettons en contact aussi bien avec nos clients qu'avec les chefs d'entreprise et qu'avec les étudiants. Et tout ça participe du bien commun parce que ça nous apprend à nous connaître, à discuter, à nous rencontrer et finalement à grandir ensemble. Quand on dit se faire du bien, c'est grandir ensemble, grandir tous. Quand un chef de corps ou chef de division en armée, c'est pas il aide à pousser au meilleur de ses troupes. Ben pareil, nous, ce que nous essayons de faire avec à la fois nos clients, mais aussi les étudiants qui nous sont confiés. Voilà. Mais tout ça participe d'un monde meilleur. Et je reviens à cette notion du bien commun, même si le Christ ne va pas spécifier comme ça, c'est comment être attentif à chacun, chacune et chacun, selon ce qu'il est. Et merci. Oui, c'est ça, parce que le bien commun, c'est, pour moi, on n'a pas évoqué, mais c'est un phénomène assez doux. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, puisqu'en fait, le bien commun, pour pas qu'il soit formaté, c'est pas tout le monde va faire comme ça, parce qu'on a décidé que c'était bien commun. Il faut que chaque individu, effectivement, trouve sa place, je l'ai précisé dans le groupe, et ça doit se faire avec beaucoup de précision, beaucoup de douceur, beaucoup de dialogue. Et effectivement, dans mes fonctions de RH, j'ai toujours été boosté ou ravi quand j'arrivais à mettre la bonne personne au bon endroit et qu'il était content et que ça se passait bien. Donc l'épanouissement de cet individu dans le groupe, moi ça m'a toujours rapporté énormément de plaisir d'arriver à faire en sorte que les gens s'épanouissent. Donc c'est ça doit se faire avec douceur et beaucoup de temps et de patience aussi. C'est très concret en fait. Comme toute chose, la pratique du bien commun, c'est, comme j'ai dit, c'est d'abord une pratique. Et si je le fais, ça fait du bien. Si j'ai une attention à l'autre, ça fait du bien. Comme je demande à l'autre d'être attentif à moi-même. En fait, peut-être que le meilleur exemple est aussi très basique, c'est ce qu'on apprend dans le scoutisme, la bonne action, la BA. Alors je sais, pendant des années, les intellos s'en sont moqués de la bonne action demandée aux scouts. Et pourtant, si j'ai le souci quotidien de faire une bonne action, d'abord j'en ferai pas qu'une, j'en ferai une deuxième et j'en ferai une troisième. Et quand je fais quelque chose de bien, eh bien je me sens bien. Faire du bien n'a jamais fait de mal à personne. Et la pratique du bien commun, c'est aussi simple que ça aussi. Ça fait du bien aux autres et ça fait du bien à moi-même. Alors je ne vais pas m'en priver. Un grand merci à nos trois invités d'avoir abordé cette notion apparemment un peu difficile, un peu philosophique comme ça au premier abord, et puis vous voyez que pour finir on arrive à un échange qui finalement porte sur la douceur comme vous l'évoquiez, colonel, et c'est justement en discutant tout à l'heure ensemble qu'on s'était dit on a cette grâce de pouvoir vivre ce bien commun ici à Lourdes, où comme le disait aussi hier l'historien Alain Vircondelet en parlant de Bernadette, tout est douceur. Dans la rue, aux abords de la grotte, vous disiez vous-même, même pour se garer, on n'a pas de difficulté, personne ne râle, personne ne klaxonne, tout le monde sourit. Et je crois que nous croyons tous autour de cette table, et puis vous aussi, que c'est ça déjà le bien commun. Merci à tous d'avoir été présents ici.